Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international consacré ce soir à un nouveau scandale du Merven dévoilé par la presse espagnole. Nous allons en connaître les contours dans un petit instant. Le Maroc, de nouveau impliqué donc dans un scandale d'espionnage en Espagne après avoir trempé dans des affaires douteuses de pots de vin, de corruption manifeste. De quoi s'agit-il cette fois-ci? La justice espagnole, en refusant d'octroyer la nationalité espagnole à un Marocain, a fini par dévoiler le poteau rose, celui du recrutement par Rabat d'immigrés marocains en tant qu'agents secrets pour espionner le front Polisario. L'affaire éclate au grand jour, donc, mais n'étonne personne tant ces pratiques fâcheuses sont devenues la marque de fabrique du Merven. Pour en parler ce soir, nous recevons avec nous Al-Khanti Bala, représentant du Front Polisario chargé de mission auprès de l'Europe et de l'Union européenne. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Al-Khanti Bala, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Gamal Abina est également avec nous, analyste des questions internationales, est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Merci de l'invitation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous imaginez bien, Al-Khanti Bala, au vu des scandales successifs relatifs aux affaires de corruption de pots de vin et d'espionnage, c'est à croire que toute la diplomatie marocaine est bâtie aujourd'hui sur la corruption comme système. Qu'en pensez-vous, Al-Khanti ? Oui, vous avez tout à fait raison, et pas seulement la corruption, mais également le chantage. Ce sont des pratiques effectivement tout à fait condamnables et cette affaire en question dont vous voulez parler ce soir révèle effectivement ce que est déjà connu, des liens entre le régime marocain et particulièrement l'Espagne, mais pas que. Et donc cette affaire de ce Marocain qui avait demandé à être intégré comme espagnol, sa demande a été rejetée déjà pour une première fois et ensuite là pour le tribunal à compétence nationale, l'Audiencia nationale. Et ce qui est intéressant, ce sont les motifs en fait. Et les motifs sont fournis au tribunal par un rapport des services secrets espagnols révélé par la presse espagnole tout récemment, en particulier El País, il y a quelques jours, et qui dit qu'effectivement, ce Marocain ne peut être admis comme espagnol pour la simple raison qu'il est agent des services secrets en contact régulier avec un chef connu des services secrets espagnols comme étant un des chefs des services secrets marocains. Et je rappelle qu'il n'est pas le premier, 5 autres cas précédents de Marocains en 2022 demandé la nationalité espagnole ont été rejetés pour effectivement les mêmes motifs. Oui. C'est grave pour un pays qui normalement a des obligations internationales qu'il doit respecter et effectivement c'est un scandale pour l'Espagne, d'autant plus que le Premier ministre espagnol avait donné tout ce qu'il pouvait donner à ce régime marocain et pourtant voilà que des activités d'espionnage et plus, comme je l'avais dit, d'activités de chantage continuent d'être exercées sur l'Espagne. Très bien. Gamal Abina, alors on va de révélation en révélation. Chaque révélation est plus grave que la précédente, mais cela ne semble pas du tout dissuader le Merven. Comment expliquez-vous ce comportement quelque part ? Le problème principal, c'est que les relations d'État à État sont jamais forcément belles. Hein, c'est un grand classique. Le Maroc a des méthodes effectivement d'espionnage, de pression, des méthodes aussi de lobby. Des lobbies qui soient officiels d'ailleurs ou officieux, puisque parfois c'est de la corruption. Mais c'est vrai que ces méthodes-là, c'est un peu
j'aurais dire, c'est pratiquement des méthodes d'un pays qui utilise des moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens autres que des moyens un petit peu détournés, parce que leurs moyens de pression diplomatiques normaux, du moins, sont pas vraiment à la hauteur. Donc, ils utilisent leur diaspora. Là, on se rend bien compte que c'est un Marocain qui demandait une nationalité espagnole pour être naturalisé et qui travaille certainement, a priori, pour les services secrets marocains. Mais on a ça aussi en France avec des lobbies marocains qui existent, sont très présents. Alors, le lobbyisme, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est plus difficile, c'est les voies détournées, effectivement, des pressions, du chantage. Là, on tombe dans le coup de la loi parce que c'est littéralement du pénal. Et ce qui surprend en l'espèce, c'est que ce tribunal rend une décision qui va un peu contre la politique du gouvernement marocain, espagnol qui voulait normaliser entre guillemets sa relation avec le Maroc en reconnaissant le Sahara occidental en tant qu'entité marocaine. Donc c'est vrai que c'est surprenant de voir qu'au-delà de ça, les Marocains se font prendre à nouveau la main dans le sac, se font piéger littéralement. Il y a déjà eu l'histoire européenne où effectivement le Parlement européen s'est rendu compte qu'il y avait un lobby marocain important qui jouait en plus la carte de la corruption, ce qui est là, c'est dommageable parce que faire du lobbying, c'est pas très grave, mais faire de la corruption, là, ça tombe sous le coup là, comme je le disais. Donc c'est vrai que ça surprend parce qu'on voit que Sanchez s'était plutôt aligné sur les positions marocaines contre le choix de son opposition, même de sa majorité parlementaire, et que ça va lui coûter certainement les prochaines élections puisqu'il était obligé de faire des élections législatives anticipées. Donc tout ça est assez étonnant, c'est un peu une cacophonie. Et moi, ce qui me surprend le plus dans l'histoire, c'est que les Marocains ont obtenu ce qu'ils voulaient de l'Espagne et malgré tout, ils commettent ce genre d'erreur. Oui. Donc je pense que la relation hispano-marocaine n'est pas bonne, d'abord parce que les Marocains occupent encore Ceuta et Melilla, faut pas l'oublier, puis surtout parce que c'est une relation frontalière de deux pays qui ont un passé difficile à l'origine, qui ont essayé de s'accommoder sur certaines choses, mais qui finalement, c'est pas une tellement bonne relation qu'on constate, puisque là, il y a encore des coups bas qui semblent être visibles. Alors, je suis pas certain, mais a priori, c'est ce que dit le tribunal. On verra pour la suite, mais apparemment, les méthodes effectivement utilisées ne sont pas tellement glorieuses. Oui, très bien. Alors, quand tu es là, il y a eu Pegasus, l'affaire de corruption des eurodéputés. Vient à présent celle de l'espionnage du Front Polisario carrément, parce que de toute façon, les preuves sont là, par des immigrés qui sont recrutés en tant qu'agents. L'affaire a été rendue publique par la presse, bien sûr, tout le monde le sait, la presse espagnole et surtout par le quotidien El País, lorsqu'un Marocain, comme je le disais, donc, a voulu se faire nationaliser donc, avec la nationalité espagnole, mais les services donc, nationaux ou le Centre national de l'intelligence espagnole a mis comme option défavorable. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces tentatives de corruption ne sont faites que dans un seul et unique but, celui de traquer le Front Polisario, là où il se trouve, et encore en l'occurrence en Espagne? Principalement cela. Effectivement, on peut dire que le régime marocain est obsédé par la résistance sahraoui parce que celle-ci réalise des victoires, parce que celle-ci continue à dévoiler, démystifier tout ce qui est derrière cette occupation illégale. Et donc le régime marocain ne sait plus à quel sein se vouer pour éteindre la flamme de la résistance sahraoui. Donc, de tout cela vient toute cette série d'actions complètement illégales et complètement condamnables et qui finalement, le Maroc n'arrive pas à juguler et finissent par apparaître au grand jour. Tout à fait, l'Espagne est un pays dans lequel le conflit du Sahara occidental, le peuple sahraoui en général, se trouve régulièrement formant partie du débat interne espagnol. C'est connu, des députés, des hommes politiques n'arrêtent pas d'invoquer le problème sahraoui, que ce soit dans le Parlement, dans le Sénat, dans les structures locales ou autonomiques de l'Espagne. Et donc, cela embête énormément le Maroc, qui évidemment mise sur l'Espagne, car c'est elle qui détient encore le statut de puissance administrante pour la faire quelque part changer d'avis. Il a en partie obtenu cela par un Premier ministre qui jusque-là, dont les motivations jusque-là sont complètement inconnues. On suppute par-ci, par-là de chantage via Pegasus, chantage également de son épouse. Mais en tout cas, c'est une décision
qui n'a pas été concerté ni avec les députés, ni avec l'opposition, ni avec y compris son gouvernement, et qui explique effectivement que le Maroc voudrait des choses de la part de l'Espagne qui n'obtiennent pas. Et ce qui se passe récemment avec ce scandale explique, comme l'a dit votre intervenant, tout justement, que le Maroc n'arrive pas à obtenir ce qu'il voudrait de ce pays qui est l'Espagne. Et je pense qu'il est quelque part craintif du fait d'un probable tournant de l'Espagne après les élections législatives générales anticipées du mois de juillet et durant lesquelles probablement Pedro Sánchez ne sera pas conduit, tous les indices convergent vers cela. Et du coup, je pense que les Marocains sont quelque part déstabilisés. Ils le sont d'autant plus que il y a le cas d'une militante sahraoui très connue qui est devenue le numéro 3 du parti politique Souma et qui probablement, à la faveur des élections générales, et si par hasard ce parti à laquelle elle appartient et qui est le numéro 3 devient quelque part membre du gouvernement, d'un gouvernement de coalition, et ben cette militante sahraoui pourrait obtenir un portefeuille exécutif. Ça met les Marocains hors d'eux. D'ailleurs, un rapport des services secrets espagnols craint un activisme à tout craint des Marocains sur le sol espagnol à la faveur de la montée de quelques Sahraouis qui sont au pouvoir, devenus des hommes politiques en Espagne reconnus, disons-le. Oui. Et donc, ça pèse quelque part sur à la fois l'Espagne et constitue une charge pour ses services de renseignement. Oui, très bien. Tout à l'heure, on disait, Gamal Abina, que ce qui est le plus étonnant, c'est justement que de voir que malgré tout ce que le Maroc a pu obtenir de la part du gouvernement de Sanchez, il poursuit quand même ses pratiques fâcheuses. Comment faut-il interpréter ceci? Est-ce que c'est vraiment des craintes de voir, par exemple, des élites sahraouis prendre quand même ou occuper un petit peu des places au pouvoir? Ou est-ce que cela révèle autre chose? On l'a vu d'ailleurs en 2021, lorsque Ibrahim Rali était hospitalisé, que ce genre de pratique s'est un petit peu multiplié sur le territoire espagnol. Oui, parce que déjà, il y a l'histoire du journaliste espagnol qui dit qui supposait avoir été espionné par Pegasus. Les Marocains l'ont poursuivi en justice sur la base d'une loi très ancienne, hein, oui. Et ça n'a pas abouti. Évidemment, ils se sont plantés parce qu'en justice, en Espagne, il y a quand même une certaine indépendance. Mais ce qui se passe, c'est que l'accélération de l'histoire, c'est que effectivement, Pedro Sánchez a fait un choix qui était contre sa majorité, mais aussi contre l'opposition, donc en gros contre l'Espagne, et a oublié la responsabilité très lourde de l'Espagne sur l'occupation du Sahara occidental et la décolonisation qui a été faite de façon extrêmement calamiteuse. L'autre aspect, encore une fois, je le rappelle, parce que moi je suis attaché au monde arabe et au monde maghrébin, c'est vrai, on dit qu'il y a souvent un territoire en Afrique qui reste encore colonisé, c'est le Sahara occidental. Non, il n'y en a pas qu'un. Il y a aussi, et ça c'est grave, 2 autres territoires colonisés, c'est Ceuta et Melilla. Je suis partisan de la libération de ces territoires marocains dans le Rif pour enfin que le Maroc récupère son intégrité. Mais cette intégrité, manifestement, les intéresse beaucoup moins sur le nord que dans le sud. Donc ce qui peut se poser comme question, c'est pourquoi encore ce genre de manœuvre? Évidemment, comme je disais, que les Marocains s'appuient sur leur diaspora pour essayer de faire des pressions, du lobbying, ça peut se comprendre, ça n'est pas de problème. Par contre, passer par des méthodes de chantage ou de corruption ou encore même d'espionnage par voie logicielle ou par voie d'être humain, là, c'est beaucoup plus tendu. Mais ça traduit une réalité. C'est une inquiétude réelle qui vient de l'État marocain de se dire que si, aux prochaines élections au mois de juillet, la majorité est emportée par l'opposition ou par une collection, ça vient d'être dit, d'opposition, la position du Sahara occidental occupé par le Maroc est une position qui sera difficilement tenable. Les Espagnols ne pourront pas maintenir cette reconnaissance qui s'est faite de façon fantaisiste, sachant en plus la responsabilité lourde historique de l'Espagne. Rappelons encore une fois que l'Espagne reconnaît ses crimes, par exemple, contre le Rif, le grand Abdelkrim Khattabi, 200 000 morts gazés par les Français et les Espagnols, ça ils le reconnaissent et ils le prennent à cœur. Et cette question du Sahara occidental est prise très à cœur, ça a été dit aussi par votre intervenant, à savoir qu'en Espagne, ce n'est pas une question qu'on met de côté.
Mais qu'est-ce qui fait, oui, voilà. Et qu'est-ce qui fait que le Maroc soit autant attaché à cette question? D'abord, c'est un détournement, c'était dit par Ben Saada, de la puissance militaire marocaine, parce que le Marzen était inquiété. Donc, ils ont voulu un petit peu occuper leurs militaires dans le sud. Ensuite, parce que 80% des richesses de phosphate sont concentrées, il faut le savoir, au Sahara occidental. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre pour du sable ou pour du poisson, ça c'est une plaisanterie. On veut absolument maintenir sa position au Sahara occidental. Et ce que je regrette réellement, alors ça aurait pu être négocié, c'est que les Marocains discutent avec les Sahraouis, fassent ce référendum et qu'on n'en parle plus. Mais manifestement, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils savent très bien qu'il y a un risque de perte. C'est ça le problème. Voilà, tout est là, je pense que c'est le risque de perdre à tout prix. Quand le tribunal a révélé que la CNI, donc le Centre espagnol d'intelligentsia, a détecté en 2010 l'existence d'un réseau d'espionnage marocain chargé justement de recueillir des informations sur le Front Polisario. C'est dire que c'est un travail bien réglementé, qui est acharné, mais qui est dans la persévérance. Le Front Polisario apparemment habite à fond le Marzen. Oui, tout à fait. Et on parle bel et bien de réseaux marocains que révèlent ces rapports des services secrets espagnols, sont des réseaux mis en place. On les a vus agir quand Brahim Ghali a été admis à l'hôpital pour cause du coronavirus. On a vu se dérouler une double stratégie médiatique et judiciaire exécutée sur le territoire espagnol par des agents marocains qui sont poussés par les services marocains. Les services espagnols ont mis en garde contre ces agissements. Le régime marocain craignait en fait que les intérêts à la fois sahraouis, espagnols et algériens ne convergent encore une fois autour de cette hospitalisation d'Brahim Ghali. Donc ils ont activé le relais en Espagne. C'est devenu quelque part un modus operandi qui se répète et qui effectivement inquiète les services secrets espagnols. Cela ne semble pas bizarrement inquiéter le Premier ministre, mais bon, l'histoire nous dira pourquoi. Nous avons quelques idées là-dessus, mais effectivement, je pense que ces méthodes marocaines continueront, mais conduiront inévitablement à une rupture ou mésentente profonde entre l'Espagne et le Maroc. Oui, Gamal Abina. Alors on l'a vu, des moyens, de grands moyens considérables ont été justement déployés pour détourner un petit peu toute cette communauté internationale. On le voit avec l'Espagne, on le voit avec d'autres pays européens, de la cause sahraoui. Alors ceci, c'est ce qui a été révélé. Et ce qui a été révélé est d'autant plus grave et plus, je dirais, très grave, d'une grande portée. Alors ce qui est caché, c'est-à-dire que c'est un petit peu la partie apparente de l'iceberg. Alors, ce qui est caché, ça doit être encore plus grave, j'imagine. Je ne sais pas si c'est plus grave, mais je pense que c'est dans la même veine. Mais le problème, c'est que le Maroc, qui n'est pas un pays riche, vous l'avez bien compris, c'est un petit pays qui veut un Sahara occidental pour les raisons d'abord économiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis pour les raisons de prestige. N'oublions jamais d'où vient cette obsession du Sahara occidental, en dehors de calmer l'armée marocaine qui a posé plusieurs fois les problèmes à Hassan II. La question de l'obsession de Sahara occidental a été faite par un parti d'ailleurs qui est largement condamnable aujourd'hui, qui s'appelle l'Istiqlal. Istiqlal pour dire indépendance en arabe. Oui. Ce parti avait décrété dans les années 50-60 qu'il fallait créer un grand Maroc. C'est un mythe fabriqué par Lyoté, un mythe ridicule, dans lequel on disait que soi-disant il y a eu un empire marocain immense, quasiment plus grand que l'empire musulman, et qui aurait le contrôle d'une partie de l'Algérie, la moitié, de la totalité du Mali, de la totalité de la Mauritanie. Et à cela, je répétais simplement, c'est que si un empire voulait se réclamer d'un grand empire, ce seraient les Mauritaniens, parce que c'est eux qui ont conquis l'Espagne et qui ont fait cet empire des Mauresques, comme on les appelle. Mais malheureusement, c'est ce mythe comme ça du Grand Maroc, qui rappelle par certains abords le Grand Israël, c'est très inquiétant par ailleurs, eh bien, ça a cassé l'unité du Maghreb, ça a cassé la fraternisation qui aurait dû être naturelle entre les Marocains, Algériens, Sahraouis et tous les pays du Maghreb, et malheureusement, ça crée des tensions parfaitement inutiles dans un pays qui en a pas besoin. Il y a une crise économique au Maroc qui est lourde, ça coûte de l'argent de faire des murs dans le désert, ça coûte de l'argent d'acheter les armes et de s'endetter, ça coûte de l'argent de ne pas réduire la pauvreté. C'est pour vous dire que réellement, ce que moi je regrette le plus dans l'histoire, c'est qu'on
on a quand même des pays frères, je parle des populations, et que pour des questions bassement politiques et économiques, on se retrouve avec des ruptures. Alors c'est vrai que le Maroc s'appuie sur sa diaspora, ça on peut pas lui reprocher, c'est à peu près normal. On devrait le faire aussi en Algérie. Mais ce qui pose problème, c'est les méthodes utilisées, parce que l'obsession malheureusement aujourd'hui marocaine, c'est le Sahara occidental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu un sacerdoce. Tout le monde ne parle que de cela. Et c'est dommage, parce que moi j'aurais aimé qu'on en parle autant que Ceuta Melilla. J'aurais aimé qu'on en parle autant que le développement économique, que la réduction de la misère, que les difficultés dans le Rif. Mais l'intérêt du Maroc n'est posé et focalisé que sur le front Polisario ou le Sahara occidental apparemment. Alors, on le voit, et surtout sur l'Afrique, leur diplomatie, parce qu'on parle beaucoup de diplomatie algérienne, qui est le brille pour tout un tas de questions internationales. La seule diplomatie marocaine, c'est le Sahara occidental. Ils font le tour de toutes les capitales africaines pour les convaincre. Ils essaient de retirer le Sahara occidental de l'Union africaine. Ils essaient de convaincre l'Arabie et d'autres pays du Golfe que le Sahara occidental est marocain. C'est idiot. Ils devraient dire aux Sahraouis, je vous demande si oui ou non vous voulez être marocain. Et moi, je le dis, je le répète devant tout le monde. Hein. S'ils veulent être marocains, qu'ils le soient. S'ils ne veulent pas l'être, qu'ils ne le soient pas. Mais qu'on arrête ce conflit inutile. Oui, très bien, Gamal Abina. Al-Qantibala, alors, j'allais dire, c'est un petit peu, le Sahara occidental aujourd'hui pour le Maroc, c'est un petit peu le prisme par lequel elle régit toutes ses relations internationales, donc ce qui l'aveugle quelque part pour ne pas voir d'autres questions, comme disait Gamal Abina, régler ses propres problèmes à l'intérieur, au lieu de focaliser à dépenser un argent fou et une énergie considérable et plonger dans des scandales comme on vient de le voir manifeste, juste pour contrecarrer la voie du Sahara occidental et du Front Polisario. Oui, justement, ça c'est le rêve du Makhzen. C'est de vouloir imposer aux autres États de considérer leurs relations avec le Maroc selon le prisme sahraoui. Mais il peut rêver comme il le souhaite. Maintenant, on voit que ce rêve le conduit à des scandales pas possibles en Espagne. J'avais dit tout à l'heure que le Sahara occidental fait partie depuis longtemps du débat politique interne à l'Espagne, mais on ne peut pas dire que pour autant le Sahara occidental fait partie d'une politique interne espagnole. C'est l'erreur que commet d'ailleurs, pas seulement d'ailleurs Pedro Sanchez, mais les différents gouvernements successifs espagnols, pensant qu'ils ont encore la main mise sur les Sahraouis. Or, les Sahraouis, depuis la trahison espagnole de 1975, ont coupé tout lien moral avec cette Espagne coloniale, carnassière et je dirais même esclavagiste, dans le sens où elle a vendu carrément le peuple sahraoui à son bourreau. Et du coup, les Espagnols, les politiques espagnols se trompent s'ils considèrent que le Sahara occidental continue d'être une affaire interne à l'Espagne, quand bien même l'ONU lui reconnaît le statut de puissance administrante. Et donc, pour le Maroc, le problème se complique parce que justement la sympathie qu'a le peuple espagnol, les institutions espagnoles, du fait de cette trahison, pas seulement pour le peuple sahraoui, mais aussi pour un certain idéal de l'Espagne, une Espagne républicaine, une Espagne qui voudrait avoir sa place parmi les nations. La voilà qui se trouve la risée des nations par cet acte gravissime contre d'abord le droit international, contre le peuple sahraoui, mais aussi contre les Espagnols. Du fait, la lutte du peuple sahraoui a un aura considérable parmi la population espagnole. Et j'en veux pour preuve les milliers d'enfants sahraouis qui sont chaque année recueillis parmi les familles espagnoles dans ce qu'on appelle le programme Madrasa ou le programme Vacances en paix, et qui fait que, en fait, la population espagnole, à une large échelle, continue à être sensibilisée et sympathisant de la cause sahraoui, ce qui est bien pour le Front Polisario, ce qui est très mauvais pour le peuple, pour le régime marocain, car pour le régime marocain, si l'Espagne ne va pas jusqu'au bout dans le deal criminel de 1975, c'est comme s'il n'avait rien fait. Or, il se trouve que, effectivement, de plus en plus, l'Espagne, si on met entre parenthèses, comme je le disais tout à l'heure, l'acte inexpliqué et étrange de son Premier ministre, l'Espagne continue de s'éloigner davantage de ce que voudrait le Makhzen d'elle. C'est la raison de ces tensions récurrentes entre les deux pays.
Alors, si on voit tous les moyens qui sont déployés justement pour corrompre, pour soudoyer, pour faire des pressions et pour espionner, on se pose la question si ce n'est pas les mêmes moyens qui ont été utilisés contre le Premier ministre espagnol pour qu'il change également sa position. Alors, simple question. Gamal Abina, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Maroc détient réellement le pouvoir de sa décision concernant le dossier sahraoui? Et selon vous, pourquoi ou d'où vient, si vous voulez, cette veine expansionniste chez le Maroc? Il y a deux aspects. Il y a un aspect d'abord identitaire, une obsession identitaire nationale, à savoir que le Maroc se veut plus grand que ce qu'il est. Il fait 450 000 km², il voudrait faire 1 million de km². C'est une question de prestige. Il y a effectivement des pressions internationales qui favorisent les tensions entre l'Algérie et le Maroc, qui veulent tout faire pour que ça ne s'arrange pas. Alors même si en 90, ils ont tenté un petit peu de baisser la pression avec James Baker et le plan Baker, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Et puis il y a cette façon de détourner l'attention de la population dans des groupes sociaux qui augmentent, de se dire attention, le Sahara occidental, c'est une cause marocaine. Ça venait de Hassan II qui disait à l'époque, et c'était très malheureux de sa part, mais bon, c'était pas un personnage très sympathique, hein, il disait que tout est négociable au Sahara sauf le drapeau, donc rien n'est négociable. Ensuite, son fils qui est arrivé n'était pas un mauvais roi, il voulait prendre la main, mais coincé par un système, c'est un système qui le coince. Il disait à l'Algérie à chaque fois, je suis prêt à discuter de tout, sauf du Sahara occidental. Donc il veut discuter de rien. Parce que si vous retirez la problématique du Sahara occidental, il n'y a aucun problème entre l'Algérie et le Maroc. Oui, brièvement, M. Gamal Abina. Oui, les problèmes sont accélérés parce qu'ils ont fait venir Israël aux frontières, ce qui est une énorme erreur. Mais en vérité, pour être très simple, la problématique marocaine aujourd'hui, c'est l'obsession du Sahara occidental. C'est à la fois sécuritaire, de prestige, et en même temps une instrumentalisation de l'Occident, certainement. Merci beaucoup, Gamal Abina, d'avoir été bref. Il faut dire qu'on est un petit peu pris par le temps. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales, que vous étiez avec nous depuis Skype par Paris. Merci également à Kamti Bala, représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.